Bonjour à tous et bienvenue dans ce second volet de Solidarité Santé Le Mag consacré au sucre. Ainsi que nous l'avons vu précédemment, le sucre est omniprésent, se cache partout, des céréales du petit déjeuner aux boissons, en passant bien sûr par tous les produits industriels. On ne se rend pas compte, mais on en consomme d'importantes quantités, soit 34 kg par an et par personne, donc 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Et au-delà de l'excédent d'apport calorique, notre surconsommation de sucre se traduit donc par des troubles métaboliques comme l'hypertension, le diabète ou encore l'obésité. Nous parlerons donc de ces pathologies avec le docteur Myriam Logby-Isidore, endocrinologue, puis nous nous rendrons dans le service obésité de la clinique PITA dirigée par le docteur Baru. L'occasion de constater qu'il s'agit du seul service du département qui offre une prise en charge globale de l'obésité. En effet, c'est un fléau mondial qui concerne tout de même 55% des Domiens et près d'un enfant sur 4. Alors face à ce constat sans appel, on est en droit de se demander comment les lobbies de l'agroalimentaire parviennent tout de même à inonder le marché de produits contenant des quantités de sucre aussi importantes. Docteur Logby, bonjour. Bonjour. Au départ, le sucre, ce n'est pas un mauvais aliment. Pas du tout. C'est plutôt un aliment noble, en effet. Oui. Alors, vous pouvez nous donner une définition médicale du sucre? Parce qu'on parle de sucre lent, sucre rapide. Voilà, donc dans le langage courant, on va plutôt parler effectivement de sucre, mais en nutrition, on parlera de glucides. Un sucre lent va être absorbé beaucoup plus lentement et un sucre rapide beaucoup plus rapidement. La finalité sera la même. Le composant essentiel du sucre qui va être intéressant pour l'organisme, c'est le glucose. Et donc, une fois qu'il passe dans le sang, on parlera plutôt de glycémie. Donc, tel qu'il soit d'absorption lente ou rapide, il va entraîner une augmentation de la glycémie dans le sang, une augmentation du taux de sucre dans le sang. Et à ce moment-là, il va donc falloir digérer en quelque sorte cette augmentation. Là apparaît une autre notion que l'on appelle donc la notion d'index glycémique. C'est donc le pouvoir hyperglycémiant du sucre, de l'aliment. À teneur glucidique identique, il y a des aliments qui vont faire monter la glycémie beaucoup plus que d'autres. Pourquoi ? Alors tout dépendra de la composition en fait de l'aliment, s'il est riche en fibres, s'il n'est pas riche en fibres. Et donc cette augmentation de la glycémie va entraîner une production d'insuline par le pancréas. D'accord, alors justement, c'est à ce moment-là qu'on parle de diabète, quand le taux d'insuline n'est pas suffisamment produite, c'est ça? Alors tout à fait, donc en fait l'insuline, il faut se l'imaginer, se la schématiser comme une clé qui va ouvrir une porte pour pouvoir laisser passer le sucre. Et donc ce sucre pourrait être utilisé de façon immédiate par les cellules nerveuses et les cellules musculaires ou alors va être mis en stockage au niveau du foie, au niveau du muscle et surtout au niveau de la cellule graisseuse. Donc nous parlions des sucres rapides et lents. Les sucres lents effectivement vont distiller en fait de l'énergie tout au long de la journée et les sucres rapides, comme ils arrivent en quantité importante, le pancréas n'y fait pas front et donc l'organisme est très bien fait, donc il stocke. Et il stocke où? Dans la cellule graisseuse. Et elle par contre, elle n'a pas de limite. Donc elle va pouvoir s'expandre autant qu'elle peut et donc fabriquer de la graisse en quelque sorte. D'accord. Et hormis le diabète, quelles sont les autres pathologies liées au sucre? Alors on peut avoir donc deux types de pathologies, soit un excès de sucre, l'hyperglycémie, donc le diabète, ou un manque de sucre que l'on appelle donc l'hypoglycémie. Alors dans le cas de l'hypoglycémie, on aura un dysfonctionnement du pancréas qui va répondre un petit peu de façon anarchique à un apport glucidique en produisant trop d'insuline. Et dans le cas du diabète, on a une carence de fabrication et c'est à l'origine génétique, mais ce n'est pas une fatalité. Ce sont essentiellement les facteurs environnementaux, à savoir la façon dont on mange, la façon dont on bouge. Pour changer ses habitudes alimentaires, Tout ses habitudes à fait. de vie en fait. Et aussi les facteurs psycho-émotionnels, socio-économiques et culturels qui vont en quelque sorte favoriser l'émergence du diabète. Donc c'est important de savoir que ce n'est pas parce que dans la famille il y a des diabétiques qu'on va être diabétique. Que l'on va être diabétique, tout à fait. Ce n'est pas une fatalité. Alors on ne peut pas parler de sucre sans parler de plaisir. A-t-on tous une appétence naturelle pour le sucre? Alors oui, parce qu'il existe des récepteurs en fait au sucre au niveau de la langue qui vont activer des circuits neurohormonaux et qui sont des circuits de plaisir. Donc oui, ça existe.
D'ailleurs, les tout petits, dans la diversification alimentaire, on commence toujours par le salé et on va introduire le sucré. Donc la notion de plaisir est très importante. Il faut la respecter hein, dans l'alimentation et à contrario, tout excès naturellement est néfaste. De toute façon, l'excès en tout nuit, Tout à fait. rappelons-le. Pour finir, docteur, un mot sur les enfants. Faut-il leur interdire le sucre complètement? Et comment éviter tous ces gâteaux à profusion hein, que les enfants connaissent bien, mais sans créer de frustration chez eux, puisqu'ils sont confrontés à d'autres enfants à l'école qui, eux, vont avoir dégoûté? Alors non, jamais d'interdit, ça c'est terminé. Maintenant, on est dans l'éducation et on va essayer de comprendre les différents facteurs qui interviennent pour pouvoir aider au mieux la famille. Le sucre, les glucides et notamment le glucose, c'est le carburant de l'organisme. Donc il n'est pas question de l'interdire. Donc ils ont besoin de sucre. Voilà, tout à fait. L'alimentation aussi, c'est le besoin physiologique, c'est le plaisir, c'est le facteur hédonique, c'est le facteur social et le facteur convivial. Il faut savoir que 12% des enfants qui rentrent au CP, donc qui ont 6 ans, sont obèses ici en Guadeloupe. Ah oui. Donc c'est un vrai phénomène problème de santé publique. Tout à fait, de santé publique, c'est un problème de société. La sédentarité est à l'origine du moins de tous ces maux. Et donc toutes les campagnes de prévention, toutes les campagnes de dépistage sont là justement pour sensibiliser. Donc il y a les professionnels de santé, les médias, il y a les politiques et il y a toutes les structures avoisinantes. Donc, et quand ça ne suffit pas, il faut donc légiférer avec donc, le programme national nutrition santé que tout le monde connaît. Donc 5 fruits et légumes par jour, manger c'est bouger, parce qu'il fallait améliorer l'état de santé de la population. Voilà. Donc des conseils plus orientés avec des spécialistes de la nutrition, comme un diététicien, qui va justement pouvoir lutter contre les croyances et les fausses idées, comme les féculents ça fait grossir, ce n'est pas vrai. Et puis si on a un conseil à donner, manger authentique, mais peu, et consommer des aliments naturels avec des quantités adaptées. Je pense que c'est le conseil du jour. Merci beaucoup, docteur Lobby, ce qui nous amène directement donc, à la suite de notre émission, puisque face à l'urgence de la situation, je rappelle que la Guadeloupe est le 2e département de France, donc le plus touché par l'obésité. Un service de prise en charge dirigé par le docteur Laurence Baru a vu le jour au sein de la clinique PITA. Donc je vous propose tout de suite de nous y rendre. Reportage. Le service de prise en charge de l'obésité de la clinique Joseph Pita à Basse-Terre a été inauguré en mai 2012. En effet, avec 58% de la population en surpoids, dont 22,5% obèses, la Guadeloupe est la 2e région de France la plus touchée par l'obésité. Ce service, dirigé par le docteur Laurence Baru, est le seul du département qui offre aujourd'hui une prise en charge globale du patient. Un service qui a ouvert il y a maintenant 3 ans, qui prenait au départ en charge des patients souffrant de surpoids et d'obésité, mais qui, en raison de l'affluence, s'est petit à petit concentré sur les patients les plus sévèrement touchés par l'obésité. L'obésité est une véritable préoccupation de santé publique qui, par ailleurs, engendre d'autres pathologies comme le diabète. Nous accueillons les patients de 18 à 60 ans, des patients candidats à la chirurgie bariatrique, donc les chirurgies qui intéressent l'estomac et qui ont comme objectif d'aider les patients à perdre du poids. Donc ce sont des patients qui ont un indice de masse corporelle, rapport entre le poids et la taille, supérieur à 40 ou compris entre 35 et 40 lorsqu'ils ont des maladies associées, diabète, hypertension artérielle, cholestérol, etc. En début de suivi, on demande aux patients de nous raconter sur une semaine la plus habituelle possible comment se passe son alimentation. Donc on va repérer dans cette semaine les habitudes du patient. Est-ce que c'est un patient qui va avoir une alimentation très sucrée? Est-ce que c'est quelqu'un qui va plutôt vers les sucres rapides ou vers les sucres lents? Est-ce que c'est un patient qui a tendance à ne pas manger de sucre? Donc ça, on va l'observer lors de la première consultation et c'est à partir de ces observations-là qu'on va pouvoir travailler avec le patient parce que les situations sont toujours très différentes d'un patient à l'autre. Mais pour autant, une personne obèse est-elle forcément diabétique et inversement? L'obésité et le diabète, ce sont des maladies qu'on associe souvent. L'obésité va favoriser d'autres maladies de surcharge comme le diabète.
Le diabète, c'est un excès de sucre dans le sang. Maintenant, effectivement, c'est faire un raccourci que de dire qu'il faut forcément qu'il y ait obésité pour qu'il y ait diabète et qu'il y a forcément diabète quand il y a obésité. Et une chose qui est très importante pour les deux maladies, c'est la composante génétique. Pour devenir obèse, il faut avoir une prédisposition génétique. Pour devenir diabétique, il faut avoir une prédisposition génétique. Très souvent, les patients qui ont une prédisposition génétique pour devenir obèses ont aussi la prédisposition pour devenir diabétique, mais ce n'est pas forcément associé. On peut avoir une très mauvaise alimentation et ne pas pourtant être obèse, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le risque de devenir plus tard diabétique ou hypertendu, etc. Il est donc absolument nécessaire de retrouver un équilibre alimentaire dans un processus de perte de poids, mais cela signifie-t-il qu'il faille supprimer toute forme de sucre? On conseille aux patients de ne pas supprimer le sucre. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est qu'ils sachent bien que le sucre est présent dans les aliments qui leur font plaisir, les sodas, les gâteaux, les bonbons, etc. Mais il est présent aussi dans les féculents, le pain, le riz, les pâtes, les ignames, les madères, etc. On ne peut pas supprimer le sucre parce que c'est la source d'énergie essentielle pour le corps humain. Le corps humain en a absolument besoin pour vivre. Lorsque les patients essayent de le supprimer, ça ne dure jamais sur le long terme, parce qu'il y a du sucre tout autour de nous et que les tentations sont trop fortes et parce qu'ils sont très vite épuisés, énervés, irrités. Et le problème, c'est que lorsqu'ils vont vouloir reprendre le sucre, ils vont avoir du mal à le contrôler, ils vont avoir ce que nous on appelle des compulsions, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à manger du sucre sans pouvoir s'arrêter, sans comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à s'arrêter. Durant la prise en charge du patient, l'infirmière clinicienne pratique ce qui est appelé un dextro pour calculer l'index glycémique, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. La prise en charge du patient en surpoids ou obèse est globale. Elle nécessite par conséquent l'action complémentaire d'une équipe pluridisciplinaire composée d'un médecin nutritionniste, d'une diététicienne, d'un psychologue en thérapie cognitivo-comportementale, d'un ergothérapeute, d'une infirmière clinicienne, d'un kinésithérapeute, d'un éducateur sportif et enfin d'une assistante sociale. Tracy Pronzola, 22 ans, est une patiente du docteur Baru. Elle a entrepris de perdre du poids il y a environ 18 mois et bénéficie donc de cette prise en charge médicale. J'ai remarqué que j'avais un problème de surpoids par rapport à mon entourage, premièrement, avec les paroles habituelles, les blabla et tout. Mais surtout de moi-même, je me suis rendu compte de ça à 18 ans. Mais j'étais déjà en surpoids depuis l'âge de 13 ans et demi, 14 ans. Je sautais des repas, je mangeais à partir de 3 heures et ça n'apportait rien de bon. En moins de 5 mois, j'ai pris 10 kilos. J'ai peut-être pas perdu beaucoup de poids, beaucoup de kilos par rapport à mon entretien de ma vie et tout, mais je me sens mieux, psychologiquement parlant, physiquement parlant, je me sens bien et le regard des autres ne me dérange plus. Vaut mieux faire l'équilibre alimentaire. S'aider avec l'équipe de Dr Baru s'il le faut et ça se passe très bien et se sentir bien par la suite. Nous voilà parvenus au terme de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Et avant de se quitter, je vous propose cet ouvrage intitulé « Je préviens l'obésité de mon enfant » de Jean-Michel Boris aux éditions Ballan, 2004. Et cet autre livre, « Bien vivre et gérer son diabète, de l'équilibre au bien-être » du docteur Marie-Claude Patron aux éditions Anagramme. Je vous souhaite une très bonne semaine, prenez bien soin de vous et à bientôt.